Namasté. On va parler dans cette vidéo des diversités et de comment intégrer dans notre enseignement la diversité de nos élèves. Vous voyez dans la photo en bas 4 personnes différentes et j'aimerais que, avant de continuer la vidéo, vous mettez un stop et vous allez décrire qu'est-ce que vous voyez dans la photo. Swami Maitreyananda disait l'intégration avec diversité est possible avec tolérance, compassion, équanimité, harmonie, affectueuse volonté et bonne volonté. Donc, il y a énormément de qualités effectivement à tenir en compte quand on va avoir l'opportunité d'enseigner à des personnes très différentes dans des lieux différents, peut-être avec des procédances différentes, en langues diverses et aussi, bien sûr, par rapport au corps et par rapport aux capacités, à la façon dont chacun et chacune vit dans son corps. Donc, dans ce chapitre diversité, on va parler d'aspects comme la forme du corps, la morphologie. On va parler du yoga body, de cette image un peu des corps parfaits qu'on reçoit des médias. On va aussi parler de l'âge. On va parler d'habilités différentes, des différentes habilités neurologiques aussi, des diversités neurologiques et des comment on peut inclure, et des genres, bien sûr. Donc, comment on peut inclure tout ça dans notre enseignement sans créer une différence, sans créer aussi une, une distinction entre nos élèves et en faisant nos cours adaptés à tout type de personnes. On commence avec les yoga body. Donc, vous savez probablement décrit les personnes de la photo d'une façon plus ou moins définie. Très souvent, on va utiliser des caractéristiques qu'on a appris à l'école ou qu'on a appris socialement, comme la couleur de peau, la taille, les genres de la personne, les poids, la façon dont la personne elle est habillée, l'âge, la couleur de cheveux, etc. Il n'y a rien de mauvais dans tout ça, mais bien sûr, quand on enseigne, on est dans une position de pouvoir et on va représenter aussi une image. Et il y a certaines personnes qui peuvent se sentir blessées et aussi on va instaurer une façon de communiquer dans les groupes. Donc, pour ne pas s'instaurer cette type de communication de façon inconsciente, je dédiais un chapitre à prendre en compte les différences entre entre les collectivités que vous pouvez trouver dans la pratique des yoga. On commence par les yoga body. Qu'est-ce que c'est les yoga body? C'est une expression qu'on trouve beaucoup maintenant dans les réseaux sociaux ou dans les publicités et qui est pleine de connotations problématiques parce que ça veut dire qu'il y a un corps qui est valable et un autre corps qui ne l'est pas. Donc, dès qu'on a un tout petit peu des formes différentes des standards de beauté, on va s'en trouver en dehors de l'acceptation sociale ou de qu'on ne représente pas cette yoga body qui est en soi c'est plus ou moins un corps maigre, un corps sexy. Une femme blanche habillée avec des vêtements moulants d'une marque euh, et qui représente une attitude plutôt saine, euh, chose qui ne représente pas tous les pratiquants de yoga, je dirais même pas les 20%. Donc, si vous voulez aussi attirer un autre type d'élève, peut-être il faut commencer à représenter les yogas différemment et il faut aussi vous adapter au type de personnes que vous avez dans les cours, mais à des types de personnes différents à vous. Donc, et même si je représente un peu ce modèle de femme blanche, plus ou moins standard, en réalité, il n'y a pas de corps parfait pour faire du yoga et s'il me manquait un bras, une jambe ou que je serais différente, je pourrais le pratiquer également. Il y a énormément de pratiquants de yoga de toutes les formes, de toutes les corpulences, de toutes les ethnies, de tous les âges, qui s'habillent de toutes les façons possibles et
cette image est très occidentale et je n'ai pas envie d'alimenter cette image dans mes cours ni dans ma communauté. Donc, je veux plutôt vous inviter à encourager à vos élèves à prendre en compte que chaque corps est un corps qui peut faire du yoga. Déjà, tout simplement, nous sommes nés comme ça. Et on va essayer de se définir par rapport à nos possibilités et pas par rapport à notre réalité physique. Euh, Susanna Barkataki, que j'aime beaucoup, c'est une personne que vous pouvez suivre dans les réseaux sociaux également. Elle dit, le yoga veut dire libération de toute construction et cela inclut aussi la libération de la construction raciale, de genre, d'espace, de temps, des localisations géographiques et même de l'histoire en elle-même. Donc, le yoga ne doit pas être présenté comme quelque chose de religieux, quelque chose adressé seulement à un type de public ou avec des niveaux différents. Okay? C'est pour ça aussi que quand souvent les élèves me demandent est-ce que ça c'est pour moi, pour mon niveau, bon, il n'y a vraiment pas de niveau, il y a, je pense, une expérience ou une pratique qui va te permettre d'avancer plus ou moins dans la difficulté, mais c'est plutôt des niveaux de difficulté, mais en tout cas, c'est jamais des niveaux qui divisent les personnes. Okay? Le yoga devrait être une expérience d'intégration et pas de séparation. Pareil avec l'alignement ou la force ou la souplesse ou la mobilité. Si on donne la perfection comme norme, on va créer peut-être de l'anxiété plus que de l'inclusion dans nos élèves. Et donc, je vous anime aussi à ne pas créer cette vision de performance, même si je ne suis pas non plus contre la performance. Je pense que ça fait partie de la vie, ça peut faire partie d'un sport, mais en tout cas, ce n'est pas une performance ou une compétition avec les autres. Dans le yoga, c'est toujours une performance qu'on cherche pour nous-mêmes et plutôt de façon interne qu'externe. Donc, les asanas ne sont pas le but du yoga, sinon plutôt la libération de la souffrance et l'aspect d'intégrer le mieux possible l'expérience de la vie dans la pratique. Il y a plein de façons de pratiquer. Également, le yoga traditionnel, les personnes qui sont très traditionnalistes vont parfois dire, oui, mais moi, je fais les bons styles de yoga et vous, non, parce que ce n'est pas un yoga traditionnel. Bien, pourquoi pas, mais en soi, la discipline du yoga est très ancienne, donc elle s'est beaucoup adaptée également. Et ce n'est pas totalement vrai qu'il y a un yoga traditionnel et d'autres yogas qui ne le sont pas. En fait, le yoga a évolué comme toutes les formes de mouvement et donc tout est valable si on a des valeurs qu'on représente et si on est sincère. Et bien sûr, je pense qu'en enlevant toute cette côté marketing, business, etc., que personnellement, j'adhère pas non plus. Et en faisant du yoga quelque chose d'authentique où vous offrez de la valeur aux personnes et vous allez améliorer sa vie avec des outils qui sont vraiment pratiques. Donc, comment pratiquer le yoga de cette façon? En s'adaptant. Il faut apprendre à maintenir cet esprit d'adaptation et créer ou apprendre des variations qui sont adaptées à chaque personne et surtout ne pas se focaliser toujours sur la partie physique. Parce que si on se focalise que sur la partie physique, on va perdre la façon dont on peut impacter les élèves aussi à niveau émotionnel et mental, à niveau de la communauté, même à niveau de que la pratique puisse avoir un sens de partage pour eux. Euh, c'est aussi un peu ça qui font les gourous. Ils transmettent bien sûr à travers les sasanas, les mantras, etc., mais ils transmettent leur expérience, leur essence, leur vision de la vie. Donc, comment travailler ensemble pour créer des cours de yoga positifs pour nos corps, pour à poids neutre aussi, en accueillant tous les types de corps. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc déjà, on peut créer un espace de conversation dans lequel on va positiver, on va voir les qualités de tous les corps. Une personne, par exemple, plus corpulente, elle peut être
stable, elle peut être plus forte, elle peut être plus solide, elle peut être, par exemple, quelqu'un euh, qui est plus, je sais pas comment dire ça, mais quelqu'un qui est plus terre, qui est plus kafa, qui est plus établi. Quelqu'un de plus vata, plus léger, effectivement, va être peut-être plus agile, plus aérien et plus léger, mais va être également un peu plus faible, plus facile à casser. Et souvent, les personnes vata peuvent être aussi raides. Les personnes plus pitta, comme c'est mon cas, vont être plus souples, plus dynamiques, mais vont avoir beaucoup plus de difficultés à se concentrer ou beaucoup plus de mal à être en silence ou à ne pas prendre l'initiative. Donc, comment utiliser les outils du yoga pour avoir une meilleure relation avec notre corps et avec ceux d'autres personnes, alors en parlant des qualités positives, on va dire négatives, de chaque typologie des personnes, et puis en collaborant ensemble pour intégrer ces qualités. On va maintenant se poser certaines questions par rapport à ça. Par exemple, comment pourrions-nous travailler pour atténuer les impacts des préjudices? Quels préjudices? Bon, les préjudices pourraient être, il faut être souple pour faire du yoga, il faut être jeune pour faire du mouvement, il faut être blanche, riche et jolie pour faire du yoga. Il faut que seulement les personnes hétérosexuelles viennent en studio. Il faut, par exemple, s'habiller d'une façon déterminée pour venir en cours de yoga, etc. Comment démanteler les récits dans la relation avec notre propre corps? Donc, pour ça, je vais vous proposer un exercice. Je vais vous proposer d'écrire dans ce page toutes les choses négatives, très intimes, que vous vous dites à vous-même et donner à quelqu'un avec qui vous savez beaucoup de confiance cette feuille et vous la lire. Et demander peut-être à l'autre personne de faire la même chose, comme ça vous pouvez échanger et voir comment parfois on se parle très très mal et on a établi inconsciemment une relation avec notre corps qui est méchante envers nous-mêmes, chose qu'on ne se permettrait pas avec des personnes qui on aime ou qu'on respecte. Donc, créer cette relation, moi très souvent je dis dans mes cours, tout est permis, mais c'est vraiment pas conseillé, j'admets pas qu'on se dit je peux pas faire ça, je suis trop grosse, je suis très vieille, on va laisser ça dehors parce que ça va pas nous aider dans la pratique et surtout parce que c'est malveillant envers soi-même et que je ne me permettrai pas de dire ça à un élève, donc je permets pas que l'élève le dise aussi à soi-même. De quelle façon on pourrait encourager toutes les corpulences dans nos cours? Donc, par exemple, on peut représenter des différents types de personnes. On peut aussi échanger avec des profs différents et les inviter aussi à participer. Et quand je dis toutes les corpulences, ça serait aussi tous les types de personnes dans leur couleur, dans leur façon de s'habiller, peut-être dans leur façon de s'épiler ou pas, les personnes qui ont des signes externes culturels ou pas, avec un voile ou avec des tatouages, ou tous les types de personnes, comment est-ce qu'on peut leur inclure dans nos cours? Puis, comment créer des cadres positifs pour les corps pour changer la culture du yoga en général. Par exemple, au lieu d'avoir les photos en stock qu'on utilise très souvent dans les marketing des réseaux sociaux, pourquoi pas avoir aussi des photos réelles qui représentent des personnes qui ne sont pas standards, qui ne sont pas les typiques personnes qu'on va toujours voir, qui sont les plus souples. Je me souviens, petite anecdote, d'une photo que j'avais mis pour un atelier avec un chien tête en bas, un Adho Mukha Svanasana, où la personne qui était dans l'atelier avait les genoux légèrement pliés et les talons pas appuyés sur les sols. Et quelqu'un dans les réseaux sociaux avait fait un commentaire en disant que l'atelier ne paraissait pas de bonne qualité parce que la photo de la personne qui la représentait n'était pas parfaite, la position n'était pas bien faite. Et donc,
j'ai une conversation publique par message avec cette personne en leur répondant que précisément les ateliers de yoga se font pour que les personnes qui n'ont pas cette souplesse ou qui n'ont pas cette forme parfaite puissent arriver à travailler leur alignement, mais qu'également la position elle est parfaite quand on n'arrive pas, parce qu'il n'y a pas une perfection à atteindre, on n'atteint pas une forme parfaite, sinon plutôt on est en train de travailler à l'intérieur et que c'est ça le vrai but du yoga et pas arriver à une position parfaite qu'on pourrait peut-être avoir naturellement si on est plus souple, mais qui aurait aucun impact sur notre corps parce qu'on est déjà dans cette souplesse. Donc, ça ferait moins de sens de venir à un atelier si c'est pas pour démontrer aux autres qu'on peut le faire. Donc, c'est un peu ce point de vue que j'essaie d'encourager. Bien sûr, c'est un travail euh, disons, de conscience sociale, et c'est un travail aussi d'éducation, quelque part, qu'on fait avec nos communautés, avec nos élèves. Pareil, pour représenter une variété des corps humains, donc des personnes peut-être avec des habilités différentes, des personnes peut-être plus âgées, des personnes aussi des genres différents, ou même des personnes avec des pathologies qui sont tout à fait bienvenues dans des cours communs et pas seulement dans des cours dédiés à certaines pathologies. Par exemple, je voudrais vous poser une autre question, la question de qu'est-ce qu'il se passe si une pose ne semble pas belle selon les critères du spectateur. Donc, est-ce que cela diminue l'expérience du yogi en faisant la pose? Est-ce que si la pose est moche ou est horrible, le yogi a une expérience qui est moins adéquate? Et puis aussi, je vous ai conseillé ici le site de Decolonizing Yoga et je vous ai mis une petite expérience de Donna Noblet qui a créé sa marque Curvy Yoga qui explique un peu son expérience des personnes avec des formes qui fait le yoga. Elle est spécialement souple. C'est une femme qui est très forte techniquement, qui fait très bien des postures de souplesse, d'inversion. Elle est vraiment avancée dans sa pratique, mais bien sûr, elle a passé par tout un ratio d'expérience. Et aujourd'hui, quand elle enseigne aussi, elle fait parfois des articles, des photos avec des professeurs qui sont minces et elle a été critiquée aussi souvent pour ça. Donc, donc c'est intéressant de voir un peu comment parfois on veut on veut accepter les corps différents quand c'est dans un cadre de ah ça c'est un corps différent, mais en fait quand on essaye de se mélanger c'est beaucoup plus compliqué. Donc je vous invite à décrire la photo de cette femme et à un peu à réfléchir à comment votre vision, votre éducation a décrit la photo à travers vous, à créer vos paramètres. Et puis, je vous laisse aussi un petit texte très intéressant d'un yogi aveugle euh, qui, euh, qui fait du yoga dépourvu de tous ses côtés visuels. Donc, imaginez maintenant que vous vous détachez du côté externe de à quoi ça ressemble la pratique et donc comment vous pourriez créer, on revient au séquençage, comment vous pourriez créer des expériences de mouvement ou des expériences yogiques pour les personnes qui ont des différentes capacités, par exemple, qui n'ont pas la vue ou l'ouïe ou la capacité de parler, comment on peut s'adresser à ce type de personnes. Très souvent, j'entends dans certaines formations de certains formateurs dire qu'un professeur de yoga doit tout décrire parfaitement, être capable de donner les cours qu'en parlant sans démontrer. Eh bien, je ne suis pas d'accord et une des raisons, c'est parce que, en fait, se concentrer sur un sens comme la parole enlève aussi une partie des pouvoirs aux autres sens. Donc, tout est complémentaire, la démonstration est complémentaire, la parole, bien sûr, mais aussi
peut-être la sensation kinesthésique et d'autres sens qui vont se développer avec la pratique. Donc, l'auto-écoute, et puis, bien sûr, développer une conscience, une uniformité d'esprit qui transcende, qui va au-delà des polarités du bien, du mal, du beau, du laid, de ce qui est adéquat, de ce qui est déficient. Puis, on va parler maintenant du genre. Euh, je me pose une autre question. Imaginez dans vos cours, est-ce que vous savez déjà les genres des personnes qui viennent, à part de ça qu'on voit physiquement? Est-ce que vous vous êtes posé la question de comment ils souhaitent se définir, de quel genre ils souhaitent être traités? Et puis aussi, les petits soucis qu'il peut trouver une personne, par exemple, qui n'est pas genrée masculin ou féminin, hétérosexuel, ou homosexuels pour à l'heure de, par exemple, rentrer dans les vestiaires ou dans les toilettes, qui très souvent en France, c'est le cas, sont séparés hommes et femmes. Il y a donc un exemple ici de Jace Cannon, qui est une enseignante de yoga transgenre. Elle était un homme. Elle a subi un procès de transformation. Elle s'est hormonée, elle s'est opérée et maintenant elle est femme. Et ça transforme aussi totalement l'expérience dans la pratique parce que le yoga, surtout aujourd'hui, le yoga occidental très axé sur les corps, sur la pratique des asanas, peut avoir aussi des connotations très genrées. Donc, réfléchissez à comment accueillir toutes les personnes dans vos cours et aussi à comment, si vous travaillez dans un studio, par exemple, créer ces espaces pour que les personnes qui ne sont pas genrées puissent s'échanger tranquillement, puissent aussi participer. Donc, par exemple, éviter les commentaires de façon à, à, à dire que c'est une position masculine ou féminine, ou à parler de la féminité et de la masculinité comme quelque chose qui est exclusivement représenté par un genre. Donc la féminité n'est pas exclusivement dédiée aux femmes, ni la masculinité n'est pas exclusivement les domaines des hommes, est également aux personnes qui ne s'identifient pas du tout avec un genre ni avec l'autre ou qui sont totalement neutrales, est aussi peut-être à ouvrir ces discours et à parler. Vous savez, des exemples en plus dans la mythologie hindouiste, il y a énormément d'exemples de déités comme Shiva qui est en même temps un homme et une femme, ou des déités qui changent souvent des corps, des formes qui sont tout d'un coup des démons et puis des êtres humains et puis des animaux. Et je pense que ça véhicule aussi tout un enseignement de la diversité humaine, de la façon dont les choses n'ont pas seulement une apparence, sinon de multiples apparences, et de pouvoir aller plus en profondeur dans cette expérience que le yoga nous permet d'aborder, dans cette expérience humaine et ne s'identifier pas seulement à un genre. Il y a des personnes qui peuvent être vraiment stressées pour l'accompagnement, même pour les toucher aussi. Là, je vais parler plutôt des personnes, par exemple, qui ont subi des traumas ou des violences sexuelles ou des agressions. Donc, pour ces personnes, c'est très difficile d'être touché, de faire des exercices à deux, d'être longtemps allongé avec les yeux fermés. Donc, il faut vraiment soit se former à part, si vous savez, beaucoup de personnes de ce type-là, mais aussi tout simplement amener une inclusion à des personnes qui peuvent être dans la souffrance, soit parce que leur corps est biologiquement standardisé et qu'ils ne se sentent pas d'accord avec ça, soit parce qu'ils sont subis des violences physiques ou émotionnelles. Donc, elles vivent mal dans leur corps. Et puis, parfois aussi, dans la façon dont la société est éduquée, n'est pas créer cette ambiance, n'est pas générer quelque chose de très standard. Ça serait vraiment une façon de pouvoir accompagner ces personnes. Et bien sûr, s'informer. Travailler avec des communautés différentes nous demande de l'information
Et donc, certaines choses, par exemple, qui vont être très particulières dans certaines communautés, comme si on rentre en prison ou si on va dans une communauté religieuse d'un type ou d'un autre, ou dans un pays différent. Tout ça, ça va influencer la façon dont on va transmettre et dont on va enseigner. Je vous ai laissé en bas l'expérience et les conseils de Jacobi Ballard. Jacobi Ballard est une femme transgenre, une femme qui est devenue homme. Et donc, elle a trouvé beaucoup des discours homophobes, sexistes, racistes, transphobes dans les cours, probablement aussi de façon inconsciente, pas toujours de la part des professeurs, mais aussi de la part des élèves. Et donc, c'est important aussi de savoir que les personnes non binaires, on parle de personnes non binaires quand la personne ne se définit pas ni comme homme ni comme femme, peuvent être très, très blessés et ça peut être douloureux pour eux. Et du coup, il y a de plus en plus de cours qui s'adressent à ce type de personnes, mais ça serait génial qu'on puisse les inclure dans notre communauté aussi. Parce que plus on inclut des personnes différentes, plus on va se sentir tous partie d'une humanité. Et bien sûr, parce que probablement, on a de plus en plus de personnes dans notre entourage qui vont aussi présenter euh, des, des besoins dans ce sens-là. Donc, par exemple, dans un studio, on pourrait vraiment afficher qu'on vient à tous les genres, à toutes les races, à tous les types de sexualités, à tous les âges, etc. Créer une ambiance et en parler souvent aux élèves aussi sur peut-être les codes vestimentaires, c'est ce qu'il y a. Il y a des communautés où vraiment il y a un code vestimentaire et d'autres dont il n'y a pas. Et peut-être aussi demander bien les pronoms que les gens veulent être avec lesquels on va s'adresser à eux, ou bien si c'est votre cas, comme les miens, vous enseignez dans d'autres langues, vous pouvez tout simplement dire parfois je me trompe de pronom, je peux dire he ou she à des personnes qui ne le sont pas. Vous pouvez aussi tout simplement prendre un temps pour comprendre la façon dont la personne elle veut être appelée, si elle veut être touchée ou pas. Il y a même des studios où il y a des petites cartes qu'on peut mettre à côté de son tapis dans lesquelles il y a écrit je ne veux pas d'ajustement. Et donc cette personne-là, elle va pouvoir vivre son cours tranquillement. On peut aussi supprimer les sexes des repères verbales. Donc, on peut utiliser au lieu de euh, masculin et féminin, on peut aussi dire vigoureux et doux. Et on peut aussi utiliser des adjectifs différents, travailler notre vocabulaire pour pouvoir inclure toutes les types de personnes et donc, modifier aussi nos asanas pour pouvoir les faire avec n'importe quel type de corps. Il y a des professeurs qui travaillent sur ça et c'est très intéressant. On va parler maintenant de l'âge. Comment est-ce que c'est vieillir dans le yoga? Vous avez une photo de Tao Pochon Link, qui était l'enseignante de yoga la plus âgée du monde jusqu'à il y a quelques années. Elle est morte à 100 ans et elle a enseigné jusqu'à 98. Et je vous conseille aussi de faire un petit sondage sur l'âge de vos élèves et à observer si les personnes, en fait, se sentent accueillies ou non selon leur âge. Ok. Est-ce qu'une personne, par exemple, de 15 ans ou une personne de 75 ans va se sentir bien dans mon cours? Et c'est bien sûr quelque chose qui vient de la société externe. Est-ce que nous-mêmes, on est en paix avec les vieillissements? Très souvent, je commençais mes cours en disant comment vous vous appelez, qu'est-ce que vous faites, quel âge vous avez, de façon publique. Il y a des personnes qui ne veulent pas dire leur âge. Très souvent, c'est des femmes. Et il y a quelque chose de culturel dans ça, mais je me dis aussi que c'est important d'inclure des personnes de tout âge, donc bien sûr pas forcer aux personnes à dire leur âge, mais à encourager aussi les personnes à accepter leur âge et à
intégrer tout type d'âge dans les mêmes cours, sans forcément devoir sectoriser les cours pour des personnes seniors ou pas, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être très habiles et aller dans un cours euh, selon son niveau, par exemple, des pratiques et pas selon leur âge. Euh, les témoignages d'un yogi un peu âgé dit que le vieillissement n'est pas célébré dans la société et que la majorité des gens dans beaucoup de studios sont jeunes. C'est vrai que la majorité des représentations aussi, des photos, etc., sont des personnes jeunes, mais on va tous vieillir, bien sûr, et les corps, de toute façon, changent en continuation. Moi, je me souviens quand j'avais 24 ans, et que j'avais débuté ma pratique de cirque à 17-18, que je me sentais déjà très vieille parce que j'avais commencé tard. Et donc, c'est très important de sortir de ces paramètres si surtout on n'est pas dans une expérience de compétition, des performances sportives. Il n'y a aucune raison pour laquelle on ne pourrait pas pratiquer du yoga jusqu'à 98 ans. Et donc, c'est plutôt une façon d'observer les corps et d'observer comment elle est différente tous les jours. Et aussi comment est-ce que vous voudriez être dans votre corps quand vous serez âgé. Donc, je l'ai dit pour moi-même aussi, mais j'ai envie de vieillir bien dans mon corps, de vieillir sincèrement bien avec moi-même. Et je m'encourage à moi-même à respecter cette idée de que mon corps va être de plus en plus un bon support pour moi et que je veux aussi accepter les changements de mon corps et donner de la place à ça. Donc, évidemment, si vous avez des personnes, par exemple, des femmes ménopausées ou, par exemple, des adolescents, il va y avoir des processus hormonaux différents, mais on a tout le temps, en fait, des processus différents. Et c'est un peu l'idée aussi d'intégrer cette vision-là. Euh, Par exemple, à niveau de la diversité neurologique, pour des personnes qui peuvent être hyperactives ou qui peuvent être, par exemple, surdouées ou avec des intelligences différentes, ou pour des personnes qui peuvent être bipolaires, ou qui vit avec de l'anxiété, du stress, de la dépression, chose qui est de plus en plus commun, chose qui est très à l'ordre du jour. C'est aussi important d'inclure ces personnes dans les cours. Sachez qu'aujourd'hui, plus ou moins une personne sur quatre a subi un trauma, une personne sur trois a subi des violences sexuelles. Il y a environ 80% de la population qui a subi une dépression une fois dans sa vie. Donc, c'est très important d'avoir aussi en compte que les personnes peuvent avoir des neurotypes différents. Donc, ils ne vont pas tous apprendre de la même façon, ni en même temps, ni avec les mêmes exercices. Et ça ne vient pas toujours de votre enseignement, mais ça vient de votre expérience pédagogique et de votre façon aussi d'intégrer ce type de personnes. Et encore une fois, la meilleure façon, c'est se former, s'adapter. Et ça s'est fait peu à peu avec l'expérience, mais aussi avec les différentes communautés, peut-être en faisant des micro-trainings dédiés à chaque type de personnes, des communautés, ou peut-être aussi en vous informant de personne à personne avec des associations, des collectifs, etc. Et plus vous apprenez, plus vous allez aussi apprendre sur vous-même. Donc, on devient des meilleurs professeurs aussi en acceptant la diversité des autres. Et c'était un peu le but de ce chapitre. Je vous remercie et on passe au chapitre suivant.